Je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait par une institution où j'ai enseigné avec un très grand plaisir pendant plusieurs années, à l'invitation de messieurs Bernard Ramanansou et Bertrand Moinjon, et où j'ai beaucoup d'amis. Je dis à tous ceux qui sont responsables de l'honneur qui m'est accordé, ma gratitude. J'ai voulu saisir cette occasion un petit peu solennelle, dont la solennité est redoublée à mes yeux par la présence impromptue d'un des plus grands sociologues vivants, Robert Merton. Je voulais saisir cette occasion pour essayer de dire ce que la sociologie peut apporter à la démocratie. J'ai en effet la conviction, comme tout chercheur, que ma science, la sociologie, peut contribuer à une action politique réellement démocratique, à un gouvernement de tous les citoyens, définition idéale de la démocratie, propre à assurer le bonheur de tous les citoyens. Cette conviction, je voudrais vous la communiquer et peut-être vous la faire partager, même si c'est un peu présumé de mes forces, et surtout sous-estimer les obstacles et les résistances inévitables que la sociologie connaît bien à la réception de la sociologie. On ne peut plus poser la question de la démocratie aujourd'hui sans prendre en compte le fait que les sciences sociales sont présentes sous des formes plus ou moins dépravées dans la réalité sociale elle-même. Il ne se passe pas 2 jours sans que l'économie et les économistes ne soient invoqués, pour le meilleur ou pour le pire, mon ami Edmond Malinvaud en jugerait mieux que moi, pour justifier les décisions de gouvernement. La sociologie est moins souvent mise à contribution, et c'est seulement devant les situations de crise, devant les problèmes dits sociaux, comme si tous les autres ne l'étaient pas, tel aujourd'hui le problème de l'université ou la question des banlieues, que l'on fait appel aux sociologues, notamment dans les médias. La présence des sciences sociales au sein de la société contribue à redonner une intensité particulière à un problème très ancien. Une politique réellement démocratique se trouve placée devant la forme moderne d'une très vieille alternative, celle du philosophe roi ou du despote éclairé et du démagogue, à savoir l'alternative de l'arrogance technocratique qui prétend faire le bonheur des hommes sans eux ou même malgré eux, et de la démission démagogique qui accepte telle quelle la sanction de la demande, qu'elle se manifeste à travers les enquêtes de marché, les scores de l'audimat ou les codes de popularité. Sans compter les cas où, comme on l'a vu encore récemment, les gouvernements se portent en alternance, par inconstance ou par cynisme, vers les 2 branches de l'alternative. Je pense donc que, tant dans le gouvernement de l'État que dans la direction d'une entreprise, une politique réellement démocratique, c'est-à-dire à terme réellement et pas seulement formellement rationnelle, doit s'efforcer d'échapper à cette alternative. Je n'insisterai pas sur les conséquences de l'erreur technocratique qui se commet plutôt au nom de l'économie. Nous en avons ces jours-ci de beaux exemples sous les yeux, et il faudrait détailler les coûts, pas seulement sociaux, notamment en souffrance et en violence, mais aussi économiques, de toutes les économies que l'on impose au nom d'une définition restreinte, mutilée de l'économie. Je dirais seulement en passant, pour donner à réfléchir, qu'il y a ce que j'appelle une loi de conservation de la violence, et que si l'on veut faire diminuer véritablement la violence la plus visible, crime, vol, viol, voire attentat, il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire. Mais je veux insister sur la 2e branche de l'alternative. L'erreur démagogique est sans doute la plus dangereuse parce qu'elle se présente sous les apparences de la démocratie. Les progrès de la technologie sociale, qu'il faut se garder de confondre avec la science sociale à laquelle elle emprunte parfois ses instruments, ces progrès sont tels que l'on connaît bien, trop bien en un sens, la demande apparente, actuelle, ponctuelle et explicitement déclarée. Il existe une science de l'apparence ou, comme disaient les Grecs, de la doxa, mot qui signifie à la fois apparence et opinion,
Et il existe des techniciens de la doxa, de l'opinion, marchands de sondage d'opinion et d'enquête de marché, que Platon appelle magnifiquement les doxosophes, ce qui signifie à la fois savant de l'apparence et savant apparent des apparences. La science sociale rappelle les limites d'une technique qui, comme le sondage, ne livre que des opinions agrégées à la manière d'un vote et qui, à ce titre, peut devenir un instrument rationnel de gestion démagogique subordonné aux forces sociales immédiates. Elle fait apparaître qu'une politique qui donne satisfaction à la demande apparente pour s'assurer le succès manque sa fin propre, qui est de définir des fins conformes à l'intérêt vrai du plus grand nombre et n'est rien d'autre qu'une forme à peine déguisée de marketing. Pour en faire la démonstration, il faudrait rappeler très brièvement ce que nous savons sur les processus sociaux de production des opinions individuelles et collectives, ce que l'on appelle communément l'opinion publique. L'illusion démocratique sur la démocratie, illusion bien compréhensible puisqu'elle était impliquée dans la lutte incontestablement démocratique pour le suffrage universel. Cette illusion, donc, consiste à oublier qu'il y a des conditions d'accès à l'opinion politique constituée, exprimée. Opiner, disait Platon, opiner, doxazein, c'est parler, c'est porter au niveau du discours, et comme chacun sait, c'est porter une pensée au niveau du discours, et comme chacun sait, nous ne sommes pas tous égaux devant le langage. J'ai procédé à une analyse détaillée de cette sorte de rebut des enquêtes d'opinion que sont les non-réponses, et j'ai observé que la probabilité de répondre à une question d'opinion, surtout s'il s'agit d'un problème politique constitué comme tel par le microcosme politique, est très inégale chez les hommes et chez les femmes, les instruits et les incultes, les riches et les pauvres, et que par conséquent, l'égalité formelle des citoyens cache une inégalité réelle. À quoi s'ajoute que la plupart du temps, les sondeurs exercent un effet d'imposition de problématiques. Ils obtiennent ainsi des réponses, par oui ou par non, à des questions non posées, je veux dire à des questions que les enquêtés ne s'étaient pas posées avant qu'on les leur pose et qu'ils n'étaient pas en mesure de poser par leurs propres moyens, la réponse étant ainsi un pur artefact. Quelle conclusion faut-il tirer de ce bref constat? Un scepticisme profond concernant la démocratie? Pas du tout. Il faut encore une fois revenir à Platon, qui indique que la science nous informe sur les moyens, mais qu'elle reste muette sur les fins, qui est de notre ordre, qui appartiennent à un autre ordre. Dans le cas de la démocratie, les fins sont tracées comme un programme par le mot même. Si l'on parle de démocratie, les fins sont clairement posées. Il faut, ayant fait le constat que j'ai rappelé, travailler à universaliser, c'est-à-dire à démocratiser les conditions économiques et culturelles de l'accès aux conditions qui rendent possible la production d'une opinion politique informée, qui rendent apte à résister aux impositions de problématiques ou de réponses dont nous avons des exemples sous les yeux tous les jours. Parmi les armes dont la société dispose pour atteindre cette fin, il y a évidemment l'éducation, mais il y en a d'autres. La sociologie enseigne aussi ce que l'on a appelé les lois d'airain des appareils politiques. Des sociologues du début de ce siècle, que l'on a appelé néo-machiavéliens, ont décrit les processus de concentration du pouvoir de représentation aux mains de quelques-uns qui s'opèrent au sein des appareils politiques et surtout des appareils politiques de gauche, représentatifs des dominés. Ces lois d'airain ne sont pas, comme le croyaient les inventeurs de ces lois, qui restent vraies, ces lois d'airain ne sont pas des lois de la nature, qui seraient inscrites dans la nature de l'homme et qui voudraient que les détenteurs d'un pouvoir délégué s'approprient le pouvoir, s'adonnent à la corruption et jouissent avec cynisme de la délégation d'autorité qui leur est confiée. En fait, la condition de possibilité de cette dépossession du mandataire au profit du mandant, les conditions possibles de cette dépossession sont fournies par ce que je viens de raconter, c'est-à-dire par le fait que
tous les citoyens, et en particulier les plus démunis économiquement et culturellement, n'ont pas accès aux moyens de production et de critique des opinions. Mais l'analyse sociologique s'applique aussi aux autres formes de constitution de l'opinion, notamment collective. Et il faudrait ici rappeler les acquis de la connaissance sociologique sur la constitution de l'opinion dite publique, non pas par simple agrégation statistique, comme dans le cas du vote ou du sondage d'opinion, mais par le regroupement physique au sein de manifestations, par exemple, par le regroupement au sein d'associations, de partis, de syndicats, etc., et par la participation à des mouvements sociaux. Il faudrait encore, dans la même logique, analyser, bien que le principe de ces mouvements soit tout autre, les concentrations d'opinion en vue d'opérations de lobbying ou de groupes de pression. Analyser ces différentes formes de construction sociale de l'opinion, ce serait redoubler encore les inquiétudes et les pessimismes qui peuvent peser sur la démocratie. La sociologie, on le voit, apporte au fonctionnement de l'univers démocratique une première contribution essentiellement critique. Elle dissipe les illusions souvent généreuses des générations antérieures, illusions si généreuses qu'il faut un certain courage pour les dénoncer, parce qu'on est toujours exposé au soupçon d'être hostile, non pas à ce que visent non pas aux illusions, mais au contenu des illusions. En fait, être vraiment défenseur de la démocratie, c'est être résolu à combattre les obstacles à la démocratie qui sont inhérents au fonctionnement des institutions démocratiques. Et c'est là que la sociologie donc, peut apporter une première contribution négative et critique. Mais la sociologie peut apporter une deuxième contribution que je ne ferai qu'évoquer rapidement. Elle peut fonder une sorte d'utopisme réaliste qui s'oppose à la fois au volontarisme irresponsable auquel on sacrifiait et sacrifie souvent les idéalistes et les démagogues, et aussi opposé à la résignation scientiste à l'ordre établi. Un des dangers, en effet, de la science sociale est que, selon la phrase des Écritures, qui accroît sa science accroît sa douleur, et le savant est souvent enclin à une sorte de pessimisme qui le porte à traiter les lois historiques qu'il découvre comme des sortes de lois de la nature inflexibles et éternelles. On a souvent comparé le sociologue, le spécialiste du monde social, à un médecin. Et on a très souvent comparé, plus encore, la politique à la médecine. Il suffit de relire la collection hippocratique, c'est-à-dire les écrits très anciens attribués à Hippocrate et à ses disciples, pour découvrir que, pareil aux médecins, le politique conséquent ne peut se contenter des informations fournies par l'enregistrement des déclarations qui, en plus d'un cas, les déclarations des malades, qui, en plus d'un cas, sont littéralement produites par une interrogation inconsciente de ses effets. Je cite, « L'enregistrement aveugle des symptômes et des confidences des malades est à la portée de tout le monde. Si cela suffisait pour intervenir efficacement, il n'y aurait pas de bon médecin. Le médecin doit s'attacher à découvrir les maladies non évidentes, ADELA, c'est-à-dire celles précisément que le praticien ne peut ni voir de ses yeux ni entendre de ses oreilles. En effet, les plaintes des patients sont vagues et incertaines. Les signaux émis par le corps lui-même sont obscurs et ne livrent leur sens que très lentement et souvent après coup. » Sans reprendre à mon compte l'analogie du corps social, je pense que ces phrases se transposent aisément. C'est donc au raisonnement, logismos, qu'il faut demander la révélation des causes structurales que les propos et les signes apparents ne dévoilent qu'en les voilant. Ainsi,
Anticipant les leçons de l'épistémologie la plus moderne, la médecine grecque affirmait d'emblée la nécessité de construire l'objet de la science par une rupture avec ce que Durkheim appelait les prénotions, c'est-à-dire les représentations que les agents sociaux se font de leur état. Une rupture donc avec les opinions qu'enregistrent naïvement les sondages d'opinion. Et comme la médecine naissante devait compter avec la concurrence déloyale des devins, des mages, des magiciens, des charlatans ou des fabricants d'hypothèses, je cite encore les écrits hippocratiques, la science sociale est aujourd'hui affrontée à tous ceux qui se font fort d'interpréter les signes les plus visibles du malaise social, tous ceux que vous voyez à la télévision parler savamment du monde social, à tous ces demi-habiles qui, armés de leur bon sens et de leurs prétentions, se précipitent dans les journaux ou devant les caméras pour dire ce qu'il en est d'un monde social qu'ils n'ont aucun moyen efficace de connaître ou de comprendre. La véritable médecine, toujours selon la tradition hippocratique, commence avec la connaissance des maladies invisibles, c'est-à-dire des faits dont le malade ne parle pas, qu'il n'en ait pas conscience ou qu'il oublie de les livrer. Il en va de même d'une science sociale soucieuse de connaître et de comprendre les véritables causes du malaise qui ne s'exprime au grand jour qu'au travers de signes sociaux difficiles à interpréter, ou alors sous forme d'explosions brutales qu'on ne comprend que trop tard. Signes sociaux difficiles à interpréter, non pas seulement parce qu'ils sont obscurs, mais parfois parce qu'ils sont trop évidents et que, comme dit le sens commun, ils crèvent les yeux. Je pense au déchaînement de violences gratuites, par exemple sur les stades et ailleurs, aux crimes racistes, aux succès électoraux des prophètes de malheur, empressés d'exploiter et d'amplifier les expressions les plus primitives de la souffrance morale qui sont engendrées autant et plus que par la misère et la violence des structures économiques et sociales, par toutes les petites misères et violences douces de l'existence quotidienne que seules des analyses très approfondies peuvent enregistrer. Pour aller donc au-delà des manifestations apparentes, il faut remonter jusqu'aux véritables déterminants économiques et sociaux des innombrables atteintes à la liberté des personnes, à leur légitime aspiration au bonheur et à l'accomplissement de soi, qu'exercent aujourd'hui non seulement les contraintes impitoyables du marché du travail ou du logement, mais aussi les verdicts du marché scolaire, ou les sanctions ouvertes ou les agressions insidieuses de la vie professionnelle. Il faut donc traverser l'écran des projections souvent absurdes, parfois odieuses, derrière lesquelles le malaise et la souffrance se masquent autant qu'ils s'expriment. Porter ainsi à la conscience les mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, ce n'est pas les neutraliser. Porter au jour les contradictions, ce n'est pas les résoudre. Mais pour si sceptique que l'on puisse être sur l'efficacité sociale du message sociologique, on ne peut tenir pour nul l'effet qu'il peut exercer au moins en permettant à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés. Ce constat, malgré les apparences, n'a rien de désespérant. Ce que le monde social a fait, le monde social peut le défaire, à condition qu'il s'arme de ce que l'on connaît sur le monde social. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que rien n'est moins innocent que le laisser-faire. S'il est vrai que la plupart des mécanismes économiques et sociaux qui sont au principe des souffrances les plus cruelles, notamment ceux qui règlent le marché du travail et le marché scolaire, source aujourd'hui d'innombrables souffrances, s'il est vrai donc que ces mécanismes ne sont pas faciles à enrayer ou à modifier, il reste que toute politique qui ne tire pas pleinement parti des possibilités si réduites soient-elles qui sont offertes à l'action et que la science peut aider à découvrir, peut être considérée comme coupable de non-assistance à personne en danger.